Alors, bonjour et bon matin à tous. Comment allez-vous ce matin? Ah non, non, on est un peu endormis ce matin, on se réveille un peu. Bonjour, comment ça va? Alors, bienvenue à cette 5e édition de MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. Mon nom est Armand Afkami de la société Titanfile. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous, d'être ici et de vivre cet événement incontournable avec vous pour cette 5e édition de MTL Connect. Vraiment un plaisir d'être ici et merci de la part de toute l'équipe du Printemps numérique et de nos partenaires d'être ici en si grand nombre. On se donne une petite main d'applaudissement d'être ici ce mardi matin. Merci. Ça fait plaisir de partir un événement comme MTL Connect avec autant de gens. Je vois des visages prêts à apprendre, prêts à réseauter, prêts à faire des connexions, de vivre des expériences. C'est ça et beaucoup plus, MTL Connect. Cette année, nous allons traiter de la grande thématique de l'intelligence collective. Et à travers cette grande thématique, nous allons traiter plusieurs sujets, notamment les territoires connectés et intelligents, la culture et la créativité, l'intelligence artificielle, ainsi que, il m'en manquait, la cybersécurité. Ça aussi, c'est d'actualité, il ne faut pas oublier ça, surtout quand on est connecté de manière numérique, il faut rester sécurisé. Alors, j'ai bien hâte de partager cette semaine avec vous, de vivre toutes ces expériences, de pouvoir absorber tout ce contenu. Il y en a beaucoup à voir, à entendre et à apprendre. Et sans plus tarder, aujourd'hui, ce matin, nous allons partir avec 2 grandes conférences d'ouverture. Mais avant ça, j'ai quelques invités qui aimeraient vous adresser la parole. Alors, sans plus tarder, j'aimerais inviter la présidente du conseil d'administration du Printemps numérique, Caroline Roy. Bon matin à tous. Monsieur Rabouin, éminent représentant des délégations internationales, chers membres du corps diplomatique et distingués invités, bon matin et bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à la 5e édition de Montréal Connect et permettez-moi de remercier M. Beauchesne qui nous a ouvert les portes de ce temple de la créativité et de l'innovation. Dans une ère de grands bouleversements, notamment marquée par de grands défis environnementaux sans précédent, l'importance d'un usage critique et responsable du numérique ne saurait être sous-estimée. Ce n'est pas seulement qu'un outil, c'est un levier pour le changement dans toutes les sphères de notre société. Montréal Connect, comme tu l'as dit, va aborder diverses questions de façon holistique. Donc, on va explorer les répercussions autant sur l'économie, la société, la culture, mais tout en gardant l'humain au centre de ces réflexions. Notre programmation, elle est riche et diversifiée. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, tu en as parlé. Mais c'est cette diversité, c'est cette convergence, c'est les liens avec l'international qui fait que Montréal Connect est un événement incontournable qui contribue à la transformation de nos industries. En tant que citoyenne, acteur dans le monde des technologies, mais aussi en tant que maman de Florence et de Thomas, je n'ai pas pu refuser quand le Printemps numérique m'a appelé il y a quelques mois pour être la présidente du CA. Donc, le président du Printemps numérique, l'événement qui chapeaute MTL Connect. En parlant de nos partenariats à l'international, je tiens à souligner l'importance de la Belgique, notre pays invité d'honneur cette année. La Belgique est un terreau fertile pour la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat numérique. Ce n'est pas seulement un choix de circonstances, c'est une reconnaissance de l'excellence, mais aussi de l'amitié qui unit nos 2 nations. Vous avez l'occasion de rencontrer et d'échanger avec une délégation de haut calibre de Wallonie, de Bruxelles. Ne manquez pas cette opportunité unique de collaborer et de créer des ponts pour l'avenir. Enfin, MTL Connect est également une plateforme pour l'art numérique et le débat éthique. C'est de plus en plus rare, il faut en profiter. Nous sommes fiers de mettre de l'avant nos artistes qui enrichissent notre compréhension des enjeux technologiques. Nous vous souhaitons des échanges enrichissants, éclairants et inspirants à l'image de notre événement. En unissant nos forces, nous pouvons réellement faire la différence pour un avenir plus juste, bienveillant et durable. Je vous souhaite un Montréal Connect inspirant et fructueux. Merci à tous.
Merci beaucoup, Caroline. Et justement, en parlant de ce pont avec la Belgique, j'aimerais tout de suite inviter l'administratrice générale de l'Agence wallonne à l'exportation et aux infrastructures et aux investissements étrangers et de Wallonie-Bruxelles International. On accueille Pascale Delcominette. Madame la Présidente du Conseil d'administration du Printemps numérique, Monsieur le Directeur général du Printemps numérique, cher Mehdi, Monsieur le membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, chers amis, chers partenaires. Alors la Belgique et le Printemps numérique, vous l'avez dit, c'est une histoire qui remonte à plusieurs années, durant lesquelles nous avons pu construire cette relation de complicité, de confiance et d'amitié, comme vous l'avez signalé. Et si la Belgique est aujourd'hui l'invité d'honneur de cette édition, et nous en sommes honorés et ravis, elle le doit sans doute aux efforts déployés chaque année pour l'accueil à Bruxelles d'un printemps numérique bruxellois, mais aussi à la présence assidue depuis 5 ans des acteurs numériques de Wallonie, de Bruxelles, ici à Montréal Connect. Alors ici, nous sommes 70, une délégation de 70 personnes qui représentent à la fois le monde de l'entreprise, le monde des startups, des universités, de la recherche, de la formation, et qui sont là pour partager une vision d'un numérique innovant, créatif, souhaitable et responsable. Et cette Belgique, elle entend aussi contribuer à l'élaboration de solutions numériques au sein des territoires francophones, dans un espace d'imagination et de culture partagée, un espace d'intelligence collective. Des territoires francophones, par ailleurs, qui sont bien présents ici à Montréal cette semaine, territoires que je salue et avec lesquels nous souhaitons tisser et renforcer encore nos collaborations. Alors, vous le verrez que l'on parle de cybersécurité, de santé, de bien-être, d'industrie culturelle et créative, d'intelligence artificielle, d'éducation, d'efficience énergétique, de territoire connecté. Vous croiserez sans aucun doute ces jours-ci à Montréal un ou une Belge animé de cet esprit de coopétition qui est si cher à nos amis québécois. Et puis un dernier mot pour conclure, pour remercier très chaleureusement Mehdi et toutes ses équipes du Printemps numérique pour l'organisation de ce forum numérique qui est désormais inscrit au calendrier annuel de la présence francophone numérique ici au Québec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascale. Alors, j'aimerais tout de suite inviter le directeur général du Printemps numérique. On accueille Mehdi Benboubakar. Bonjour tout le monde. Ceux qui me connaissent sont heureux de voir des notes. Voilà, je ne m'étalerai pas, je vais lire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Koué, ici, donc, dans la salle et en ligne de nos belles régions du Québec et d'un peu partout dans le monde. Je dois souligner cette année les groupes qui se sont organisés pour suivre nos conférences en mini-événements locaux, notamment à Djibouti, en France et même dans ma ville natale, donc où des jeunes entrepreneurs se sont rassemblés dans un incubateur de start-up d'impact, Mes Amitiés. J'aimerais commencer par reconnaître que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Joe Djege, maintenant la bien-aimée Montréal, est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. Nous saluons une longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire.
Et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. J'en profite pour saluer la présence des ambassadeurs prenant part au parcours Jeunes ambassadeurs autochtones présents à MTL Connect pour s'inspirer et s'exprimer sur un numérique souhaitable au bénéfice des communautés. Oui, cette année, au-delà des milliers de personnes qui participent en ligne, et en plus de nos chers amis belges, plusieurs représentations internationales participent en présentiel à l'événement. Elles viennent de France, de Belgique, de Martinique, de Guadeloupe, de Tunisie, de Maroc, de Madagascar, de Côte d'Ivoire et du Sénégal. MTL Connect ne serait MTL Connect sans notre attention pour l'équité des genres et notre volet accessibilité. Cette année, avec notre programme d'accessibilité, nous avons fixé l'objectif de permettre à 1000 jeunes femmes venant de pays en développement de participer à l'événement. L'objectif a été atteint et dépassé. 1285 jeunes femmes participent en ligne avec des activités spécifiques. Je les salue chaleureusement et leur souhaite un excellent MTL Connect. Enfin, nous venons de signer, nous, Printemps Numérique et la Cité des Congrès de Nantes, une déclaration commune qui engage les deux grands événements, MTL Connect et la Nantes Digital Week, à promouvoir une IA éthique. Cette action collaborative vise à établir des normes d'équité, de transparence, d'accessibilité en matière d'intelligence artificielle. Nous invitons tous les événements internationaux à faire ce pas. Petit point pratique, avant de céder la place au message de mon cher ami Francky. Nous avons mis à votre disposition, vous savez, dans la plateforme, en fait, des outils pour des rencontres, pour se rencontrer, pour des rencontres B2B libres. Il y a des lieux ici en présentiel qu'on peut sélectionner rapidement, facilement, là, pour se voir, se connecter. Et puis, pour ceux qui sont en ligne aussi, on a mis à disposition des outils aussi pour se voir en ligne. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas de le faire. Ici, ça sera au 8e étage. Profitez-en, comme disait Caroline tantôt, 12% de nos participants ont conclu des accords d'une valeur moyenne de 200 000 $ l'année dernière. Alors, voilà, n'hésitez pas à en profiter. Une autre chose dernière, puis j'ai fini je vais faire vite. Donc, dernière chose, pour nous, pour MTL Connect, c'est extrêmement important la présence des artistes. Hein. Il y a énormément de professionnels qui sont là, énormément de gens donc, de différentes industries. La présence de l'art numérique, notamment, la présence des artistes dans nos échanges est un vecteur extrêmement important. On a une programmation spécifique pour tout ce qui est culture et créativité, mais on souhaite aussi ces échanges avec les artistes. On a des enjeux qui sont extrêmement urgents, extrêmement importants, et la vision d'artistes est très, très importante. Cette année, on va avoir le plaisir avec le ministère de la Culture du Québec et le ministère de la Culture de France d'avoir des contenus spécifiques sur la découvrabilité de contenus culturels francophones. Donc voilà, je vous souhaite un excellent MTL Connect. Je m'arrête, sinon je ne vais jamais m'arrêter. Alors... Merci, Mehdi. Ah, Mehdi, ton téléphone. Merci beaucoup, Mehdi. Alors, comme disait Mehdi, nous avons une vidéo préparée par le vice-président de Nantes Métropole en charge de l'innovation numérique, M. Francky Trichet. Vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici je suis à Nantes, j'aurais adoré être avec vous à Montréal. Encore une fois, grand clin d'œil à Mehdi, mon ami, avec qui on travaille depuis longtemps sur ce numérique engagé, avec des valeurs communes entre Nantes et Montréal. On vient de signer un instant, effectivement, un engagement pour une IA, en tout cas des IA éthiques qu'on va valoriser dans nos événements. Je trouve que c'est important, c'est l'engagement Nantes-Montréal. Je suis désolé de ne pas être avec vous, franchement, j'aurais vraiment adoré, mais je reviendrai à Montréal. On y sera avec Johanna Roland, la maire présidente ici de Nantes Métropole, pour continuer en fait à travailler ensemble sur ces sujets d'un numérique le plus engagé, le plus responsable, le plus social, écologique et éthique possible. Et puis, encore une fois, voilà, Montréal, vous êtes une ville pionnière sur le numérique, vous êtes une ville qui nous inspire.
On vous suit, on a envie de travailler avec vous sur les engagements, sur les valeurs qui sont les nôtres. Bon festival à tous de Nantes et j'espère vous accueillir aussi un jour à la Nantes Digital Week et au Web Today qui sont les événements ici nantais qui rayonnent sur le numérique. Et merci Mehdi. Merci beaucoup virtuellement à M. Trichet qui ne pouvait pas être avec nous. Alors maintenant, j'aimerais inviter un membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design, pas du dessin, M. Luc Rabouin. Bonjour tout le monde, Madame la Présidente, toutes les délégations internationales, bienvenue à Montréal, métropole francophone des Amériques. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de la 5e édition de Montréal Connect, qui est devenu au fil des années un événement incontournable, autant ici pour les Montréalais et les Montréalaises que pour un public plus international. C'est un rendez-vous maintenant incontournable. Et cette année, une 5e année, ça confirme notre rôle et le maire adjoint de Nantes le soulignait, l'importance de Montréal, son leadership en matière d'intelligence numérique et de transition numérique. Montréal Connect a une programmation, je pense, qui va être très stimulante pour vous, autant pour les industries créatives et culturelles, pour les artistes, mais aussi pour toutes les personnes qui sont préoccupées par les questions de transition numérique. On est dans une société qui est en constante évolution. La transition numérique va se faire et notre défi, c'est qu'elle se fasse pour le mieux, dans l'intérêt des individus, des collectivités et qu'elle nous aide aussi à faire face à la transition écologique. Montréal est une fière alliée du progrès numérique. On est d'ailleurs, je veux saluer l'entente qui a été faite entre l'événement de Nantes et celui de Montréal. Donc, je ne vois pas Mehdi, oui, il est là. Bravo Mehdi, j'ai appris ça, j'ai vu ça ce matin, donc félicitations. C'est ce type d'engagement-là qu'on veut soutenir. Vous savez, Montréal a adopté la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable. Donc, c'est une préoccupation qu'on a depuis plusieurs années et qu'on doit continuer à veiller au grain. Le numérique, l'intelligence artificielle, ça peut être des puissants outils pour nous amener à faire des progrès, mais il faut être vigilant et s'assurer que c'est au service des collectivités. Donc, la Ville est fière de soutenir l'événement encore cette année de Montréal Connect qui favorise notre rayonnement économique, nos industries numériques d'ici et qui met l'intelligence numérique au service de l'ensemble de la collectivité. Donc, je veux vraiment souhaiter la bienvenue à tous les délégués de France, de Belgique, de Martinique, de Guadeloupe, de Tunisie, du Maroc, de Madagascar, de Côte d'Ivoire et du Sénégal. Bienvenue parmi nous. Je veux aussi souligner qu'après le Sénégal, l'année dernière, le Sénégal était à l'honneur. Cette année, c'est la Belgique. Donc, on est bien content de pouvoir découvrir, en connaître davantage sur nos collègues, partenaires et amis de Belgique. Donc, bienvenue à tous et toutes. Je vous souhaite un excellent événement. Et je vous invite aussi à profiter de ce que Montréal a à vous offrir de mieux, donc son dynamisme culturel, ses espaces publics et sa gastronomie. Bon événement, bon séjour à Montréal. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Rabouin, et merci à tous nos intervenants. Si officiellement partis, nous sommes au début de MTL Connect, jour 1, et on est très content de pouvoir partir la journée avec 2 grandes conférences d'ouverture, des conférences d'impact. Alors, en plus, cette première conférence que j'ai vraiment hâte de présenter, notre conférencier, traite étroitement de notre thématique générale, thématique globale de cette année, donc l'intelligence collective. Il est chercheur associé à l'Université de Montréal, membre de la Société royale du Canada et récipiendaire de plusieurs prix et distinctions. Il a écrit plusieurs bouquins. On est très, très content de l'avoir ici à Montréal. On accueille Pierre Lévy. Alors, d'abord, laissez-moi vous dire que je suis très heureux d'être avec vous ce matin, en face d'un public en présentiel et en distanciel
qui m'a l'air remarquablement informé, intelligent et motivé. Donc, voilà, c'est comme je les aime. Maintenant, il y a une trentaine d'années, et c'est probablement pour ça une des raisons pour lesquelles on m'a invité à faire cette conférence, j'ai publié un livre consacré à l'intelligence collective à support numérique, qui était le premier sur ce sujet. Et en gros, ce que je disais dans ce livre, c'est que l'Internet allait devenir le principal médium de communication, que probablement ça allait amener un grand changement de civilisation, et troisièmement, que la meilleure chose que l'on pouvait faire avec toutes ces technologies numériques, c'était de l'intelligence collective. Alors, de fait, mes deux prédictions se sont réalisées. Quant à la troisième, disons que ça reste un programme, n'est-ce pas, à appliquer. Alors, bien sûr, il y a eu Wikipédia, il y a eu le logiciel libre, il y a les bibliothèques et les musées numérisés qui mettent tout le trésor littéraire et scientifique de l'humanité à la disposition de tout le monde. Donc, oui, l'intelligence collective a fait des progrès, mais il y en a encore beaucoup à faire. Et c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Alors, la question que nous avons en tête en ce moment est la suivante. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter l'intelligence collective? Donc, vous avez bien compris, le but, ce n'est pas de rendre des machines intelligentes, quoique pourquoi pas, mais c'est plutôt en tant que moyen. Le vrai but, c'est de nous rendre, nous, personnellement et collectivement, plus intelligents. Alors, c'est un problème très, très important et très complexe. Donc, je vais être obligé d'éclaircir un certain nombre de concepts avant de répondre directement à la question. Alors, première question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Parce que si on parle d'intelligence collective, d'intelligence artificielle, etc., à chaque fois on dit « oui, mais définissez l'intelligence ». Et là, tout le monde est un petit peu gêné. Oui, non, c'est pas le QI, non, c'est autre chose. Ah, ben c'est la capacité de résoudre des problèmes. Oui. Mais moi, je dis, c'est aussi, et peut-être surtout, la capacité de poser des problèmes, de construire des problèmes. Un être intelligent se trouve dans des situations problématiques. Et si on a des problèmes, c'est qu'on essaye d'obtenir un certain résultat et qu'on est confronté à une difficulté ou à un obstacle. Autrement dit, il y a un soi, un soi-même, un sujet, qui est pourvu d'une certaine logique interne, d'une certaine autonomie, qui doit maintenir des conditions d'homéostase. J'espère que vous comprenez le mot. De toute façon, vite chercher sur Google, voire sur GPT-4. Et ce sujet qui est intelligent, il a des finalités internes, des finalités immanentes. Par exemple, il veut se reproduire. Par exemple, il veut manger. Par exemple, il veut se développer selon un certain cycle de développement, etc. Mais ce n'est pas facile, parce qu'en général, il est dans un environnement plein d'obstacles, de difficultés, et il va devoir transiger avec cet environnement pour obtenir ce qu'il veut. Donc, l'être intelligent, il est toujours confronté à une altérité, à quelque chose qui n'est pas lui et avec qui il va devoir communiquer pour obtenir ce qu'il veut. Donc, vous voyez que l'intelligence, elle se situe entre l'autonomie
Parce que si un être n'est pas autonome, on ne va pas dire qu'il est intelligent, mais aussi entre une autonomie et une certaine dépendance. Parce que s'il était complètement indépendant et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, et ben là, il n'y aurait aucun problème, il n'aurait pas besoin d'être intelligent. Et donc, vous voyez qu'il y a deux logiques qui sont hétérogènes, qui doivent se rencontrer, qui doivent communiquer l'une avec l'autre. Et l'intelligence, elle est là-dedans. Elle est dans le codage et le décodage entre l'un et l'autre. Et évidemment, il va y avoir du bruit, il va y avoir des parasites, il va y avoir des pertes, il va y avoir de la création, il va y avoir de l'incertitude. Et ça, c'est la condition du processus intelligent, de toute manière. Bon. Et je dois ajouter que cette entité intelligente n'est pas forcément un individu. Ça peut être un groupe, ça peut être une collectivité. Disons qu'une cellule biologique est intelligente. Bon. C'est un écosystème de molécules. Disons qu'un organisme est intelligent, c'est un écosystème de cellules. Disons qu'un cerveau est intelligent, c'est un écosystème de neurones. Et si on le regarde sur le plan de la psychologie cognitive, c'est peut-être un écosystème de modules cognitifs ou de fonctions cognitives qui ne sont pas toujours forcément très bien adaptées l'une à l'autre. Et là encore, il va y avoir des problèmes à résoudre, etc. Et donc, il y a toujours une dimension écosystémique à l'intelligence. Non seulement entre l'être intelligent et son environnement ou l'autre auquel il est confronté, mais aussi à l'intérieur de l'être intelligent. Donc c'est écosystémique du début à la fin. L'intelligence est collective depuis le début. Hein. Voilà, donc le problème, c'est d'optimiser la communication avec l'autre en fonction de ses buts, et la solution, c'est l'histoire des relations qu'on a réussi à avoir avec l'autre. Alors, on s'interroge ici sur l'intelligence humaine augmentée par le numérique, mais il ne faut pas oublier que notre intelligence repose sur des couches de complexité qui sont bien antérieures à l'apparition de l'espèce Homo sur la Terre. Et ces couches de complexité organique et animale, elles sont toujours là. Pourquoi ? Nous avons un corps, n'est-ce pas ? Nous n'aurions pas de cerveau si nous n'avions pas de corps, et nous sommes des animaux, il n'y a aucun doute. Donc notre intelligence humaine comprend l'intelligence organique. Vous savez qu'il y a des chercheurs aujourd'hui qui parlent de cognition végétale, par exemple. On sait que les êtres vivants sont autoreproducteurs, autopoïétiques, c'est-à-dire ils se fabriquent eux-mêmes, qu'ils sont capables d'autoréférence, etc. Donc il y a déjà une énorme complexité au niveau organique. Et puis, à partir de l'apparition du système nerveux dans l'évolution, eh bien là, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît et qui est l'expérience phénoménale, c'est-à-dire, appelez ça la conscience, si vous voulez. Alors, d'où ça vient le système nerveux ? Écoutez, ça vient de la nécessité de la locomotion. Si tous les animaux se déplacent, eh bien, vous devez avoir une boucle d'informations sensorimotrices si vous voulez vous déplacer. Et là, vous avez les nerfs sensitifs, les nerfs effecteurs. Il y a une boucle, et puis à l'intérieur de l'organisme, cette boucle se complexifie de plus en plus. Vous en arrivez à vous faire un modèle de l'environnement, à repérer ce qui se passe, à prendre des décisions, à les appliquer. Quand je dis vous, c'est n'importe quel animal, n'est-ce pas ? Bon. Donc, c'est parce qu'on bouge qu'on a un système nerveux. Et c'est parce qu'on a un système nerveux qu'on a une expérience phénoménale. Alors, cette expérience phénoménale, nous la partageons avec l'ensemble des autres animaux. Qu'est-ce que c'est ? D'abord, ce sont les images sensibles, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on touche, etc. Il ne faut pas oublier, tout ça fait partie de l'intelligence. C'est le plaisir et la douleur,
c'est les émotions, c'est l'affectivité, c'est un certain cadrage spatio-temporel. Hein, l'animal a conscience de là où il est, là où il veut aller, etc. Il y a une différence entre un avant et un après, bien sûr. Parce que si vous avez la locomotion, vous avez forcément cette géolocalisation, en fait, dans un territoire, n'est-ce pas, et cette existence dans le temps, la mémoire, etc. Et puis, et ça c'est peut-être le plus important dans cette intelligence animale, il y a une conceptualisation, n'est-ce pas? L'animal sait reconnaître une proie, un prédateur, un partenaire sexuel, etc. Donc il catégorise ses perceptions, et ces catégories, ces concepts, en fait, ils sont imprimés en dur dans des circuits neuronaux qui correspondent à des schémas d'interaction. Il se trouve dans une certaine situation, puis là, il y a un schéma d'interaction qui s'impose à lui et qui est en rapport avec la catégorisation de ce qu'il, de la situation dans laquelle il est. Alors, vous voyez sur le diagramme là que l'intelligence humaine repose sur un code symbolique, on va y venir, et que l'intelligence animale repose sur un code neuronal. Bon, vous allez me dire, mais il fait de la biologie, quel rapport avec le sujet? Mais le rapport avec le sujet, c'est que, vous le savez sans doute, la dimension neuronale et la dimension symbolique sont aujourd'hui très importantes dans toutes les discussions sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Alors, l'intelligence humaine, maintenant, alors vous voyez que l'intelligence animale, c'est l'intelligence organique qui se replie sur elle-même grâce au système nerveux. Parce que le système nerveux va capter des informations du corps et puis va commander ou contrôler le corps. Et c'est ce repli qui fait émerger l'expérience phénoménale. Alors avec l'humanité, on a un deuxième repli, et c'est celui de la pensée symbolique, l'utilisation des systèmes symboliques, qui fait que notre expérience phénoménale est symbolisée. D'accord ? Tout ce que nous voyons, nous savons ce que c'est, nous pouvons le dire verbalement. Bon. Et les concepts abstraits, les catégories qui étaient codées par des circuits neuronaux dans l'intelligence animale vont être maintenant représentés dans l'expérience phénoménale. Et c'est ça un symbole. C'est ça le point essentiel de l'intelligence humaine. C'est que nos schémas d'interaction, nos concepts, nos catégories, ils sont représentés visuellement, auditivement, etc. etc. Bon. Alors, la première conséquence, comme je l'ai dit, c'est que notre expérience phénoménale est projetée sur des systèmes symboliques et que la pensée symbolique, en retour, va contrôler cette expérience phénoménale. On va dire que nous sommes raisonnables. Bon, alors, bien sûr, il y a toutes les émotions. Raisonnables entre guillemets, hein, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout est retraduit en termes symboliques. La deuxième conséquence de cette symbolisation, de cette pensée symbolique, elle est importante pour la notion d'intelligence collective. Pour que se forme la pensée symbolique, il faut que les systèmes symboliques, qui sont toujours d'origine sociale, soient intégrés et même, je dirais, imprimés dans le système nerveux. D'accord ? Donc on a quelque chose qui est fondamentalement social, qui nous détermine de manière puissante. Et ça fait que, comme la pensée symbolique est en rapport, bien sûr, avec l'activité
nerveuse, nous sommes quasiment câblés pour communiquer d'une manière très profonde. C'est-à-dire que si quelqu'un parle et que vous connaissez la langue, vous ne pouvez pas ne pas comprendre ce qu'il dit. Et si vous insulte, par exemple, automatiquement, vous allez avoir les émotions qui vont être reliées à ça. Et on peut très facilement évoquer chez l'autre des images, des souvenirs, des sensations, rien qu'avec des mots. D'accord ? Racontez une histoire à un enfant, vous allez tout de suite comprendre. Bon. Et bon, pensez à la musique, par exemple. On écoute la même musique ensemble, et bien, tout d'un coup, il va y avoir une cohérence psychophysique entre les gens, ils vont danser, etc. Bon. Et cette communication symbolique, parce qu'évidemment la musique fait partie de la communication symbolique, fait de nous des animaux eusociaux. Alors les animaux eusociaux, ce n'est pas juste des animaux sociaux, c'est des animaux qui sont super sociaux, comme les fourmis et les abeilles. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas exister sans leur intelligence collective. Et c'est exactement notre cas. Un être humain tout seul, si on ne lui a rien transmis et qu'il ne peut pas interagir avec les autres, elle ne va pas être très intelligente. Donc notre intelligence est fondamentalement collective. Alors cette pensée symbolique va nous ouvrir le monde immense de la culture. Alors vous voyez ici, sur cette diapositive, vous voyez une cartographie des principaux pôles de l'intelligence collective humaine qui vient avec la pensée symbolique. Alors le diagramme est organisé par deux symétries. Une symétrie virtuelle actuelle. Alors dans le virtuel, la connaissance, l'éthique, la puissance, les capacités de faire. Donc, virtuel, parce que c'est capacité de faire. Et puis, une dimension actuelle, les messages, la communication, les personnes, leurs relations, les équipements, tout ce qui est de l'ordre du corps, la santé, l'environnement, etc., la technique, etc. Mais il y a une autre symétrie, qui est une symétrie ternaire, celle du signe, de l'être et de la chose. Alors, le signe, c'est le signe. L'être, c'est l'interprétant pour qui le signe représente la chose. Donc, vous voyez, c'est le triangle sémiotique. Alors, je me suis servi de ces symétries pour être sûr de ne rien oublier dans une cartographie facile à lire de l'intelligence collective. Cette grille de lecture, elle est valable pour la société en général, mais elle l'est aussi pour n'importe quelle communauté particulière, n'est-ce pas ? Ça peut être une école, une entreprise, une ville, etc. Mais alors, ces 6 sommets de l'hexagone sont importants à considérer, mais ce qui est peut-être encore plus important à considérer, ce sont leurs relations, parce qu'il y a une interdépendance. J'essaie de parler de l'intelligence collective vraiment en termes écosystémiques. Chacun des 6 sommets de l'hexagone dépend des autres pour son support et pour son développement. Il n'y a pas d'isolement. Si vous voulez, c'est interministériel par nature, n'est-ce pas ? On ne peut pas séparer les choses. Alors, comment fait-on pour... Oui. Donc, on a cette approche écosystémique de l'intelligence collective, mais vous voyez que cette carte est aussi une carte des problèmes. Comment créer les connaissances ? Problème d'apprentissage, problème d'éthique et de législation, problème économique, problèmes de communication, problèmes sociaux et politiques, problèmes techniques, problèmes de santé, problèmes d'environnement, etc. On ne peut pas séparer les uns des autres. Et ça fait beaucoup de problèmes à résoudre.
Alors, comment on résout ces problèmes? Eh bien, on va s'auto-organiser en bonne petite intelligence collective que nous sommes. Et vous voyez, mais ça c'est tout à fait classique, c'est un cycle de délibération, puis de décision, puis d'action, puis il va falloir coordonner l'action, finalement, observation, évaluation, etc. Et on retourne à la délibération. Mais il faut bien penser, délibération collective, décision collective, action collective, observation collective, organisation pour qu'une collectivité soit capable d'évaluer, etc. Je voudrais insister sur deux aspects, qui est d'abord celui de la délibération et ensuite celui de la mémoire. Alors la délibération, bon, bien sûr, ça consiste à discuter des meilleures solutions pour surmonter les obstacles. Ça consiste aussi à construire et à conceptualiser les problèmes de manière collaborative. Je dis bien conceptualiser. Et cette phase de conceptualisation, elle va se répercuter forcément sur la décision, sur l'action, sur l'observation, parce que qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel genre de décisions vont être prises? Tout ça vient de la conceptualisation, n'est-ce pas? Et le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est celui de la mémoire. Parce que s'il n'y a pas de mémoire qui vient soutenir la délibération, la décision, l'action et l'observation, eh bien, il ne pourra pas y avoir de véritable cohérence ou d'autonomie de l'intelligence collective. C'est l'instrument de base, la mémoire. Et, soit dit en passant, chez beaucoup d'espèces eusociales, comme justement les abeilles, les fourmis, les termites, etc., il y a une véritable coordination de l'intelligence collective par l'intermédiaire d'une mémoire partagée. Alors, dans le cas de ces animaux, cette mémoire, c'est des traces de phéromones sur leur territoire, mais dans notre cas, à nous, bien sûr, ça peut être sur le paysage, mais ça va être par l'intermédiaire de bibliothèques, d'archives et aujourd'hui, bien sûr, de bases de données. N'est-ce pas? Communiquer numériquement, aujourd'hui, c'est partager la même base de données, en fait. Hein. Voilà. Et donc, ce que je vais, après cette longue introduction, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de poser le problème de l'avenir de la mémoire numérique dans la perspective d'une amélioration, d'un perfectionnement de l'intelligence collective. Alors, ça va être un petit peu un point de vue de bibliothécaire, parce que l'organisation de la mémoire, c'est la grande question du bibliothécaire ou de celui qui doit gérer un musée. Alors, j'essaie de mettre toujours les collectivités humaines ou les populations humaines au centre de ma réflexion et de la vôtre, sans oublier cependant l'importance des machines au XXIe siècle. Alors vous avez les machines matérielles et les machines logicielles. Bon, ça, en gros, si vous voulez, ici vous avez la mémoire numérique, n'est-ce pas? Et ici, vous avez l'ensemble de notre univers mécaniste, de nos outils techniques, qui nous permettent, au fond, d'interagir avec les écosystèmes terrestres, parce qu'on n'est plus en contact direct, n'est-ce pas? Sauf si vous, voilà, si vous allez faire du camping en forêt, très loin, etc. Mais la plupart du temps, on est pas mal séparé du contact direct avec la nature. Et quant aux machines logicielles ou à la mémoire numérique, c'est aujourd'hui notre intermédiaire avec les écosystèmes d'idées avec qui nous sommes en symbiose, n'est-ce pas? Parce que
l'humanité vit en symbiose avec des... Si on a des mauvais écosystèmes d'idées, peut-être que la population ne va plus aller si bien. Et si on a de bons écosystèmes d'idées avec une bonne symbiose, à ce moment-là, on va peut-être aller mieux. Donc vous voyez que voilà, les boucles de rétroaction vont partout. Quant à la conscience collective là-haut, bon, c'est un horizon, c'est un vœu pieux. Je ne dis clairement, on n'y est pas encore. Hein, mais enfin, disons qu'on essaye d'avancer dans cette direction. Et alors maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses, parce que, alors si vous voulez, je vais faire un zoom sur cette partie-là, c'est-à-dire sur notre rapport avec les machines. Hein, intelligence artificielle, numérique, etc. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une machine? Eh bien, c'est un dispositif technique qui est construit par les humains et qui fonctionne ou qui bouge tout seul. C'est des automates. Aujourd'hui, on a deux types de machines, les machines logicielles et les machines matérielles, dont il faut bien comprendre qu'elles sont entièrement interdépendantes. D'accord? Si on n'avait pas de machine électronique, ici, on n'aurait pas de cloud, on n'aurait pas de réseau, on n'aurait pas de edge, n'est-ce pas? On n'aurait rien du tout. Et bien entendu, c'est parce qu'on a des logiciels que tout ça fonctionne. Et d'ailleurs, les machines électroniques, elles reposent sur une pyramide d'autres machines, celles qui transforment le mouvement et celles qui transforment l'énergie, en particulier celles qui produisent, transmettent et conservent l'électricité. N'est-ce pas? S'il n'y avait pas d'électricité, oubliez tout. Donc il faut bien comprendre de cette interdépendance. Alors maintenant, cette mémoire partagée en haut, on est déjà en train de développer une intelligence collective par l'intermédiaire de cette mémoire partagée. Chaque fois qu'on fait un like, chaque fois qu'on fait un partage, chaque fois qu'on achète quelque chose en ligne, chaque fois que... Enfin, bref, tout notre comportement en ligne va modifier l'état de la mémoire, et cette modification d'état de la mémoire va envoyer un signal d'une manière ou d'une autre aux autres qui sont en train d'interagir avec cette mémoire, et voilà, notre intelligence collective fonctionne comme ça. Si, je ne sais pas moi, Amazon vous dit vous devriez acheter ce livre, ben c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont acheté les mêmes livres que vous et qui ont aussi acheté celui-là. Donc il y a un algorithme d'intelligence artificielle, etc. Bon. Mais vous voyez que cette intelligence collective-là, stigmergique, un peu comme les fourmis, elle est opaque. On ne la contrôle pas, on ne sait pas exactement les algorithmes qu'il y a derrière, etc. Donc, la dimension de délibération, de conceptualisation, qui normalement devrait être là, dans une intelligence collective idéale, on ne peut pas dire qu'elle est déjà là. Alors, maintenant, on va analyser un petit peu ça. Il faut forcément des interfaces aux machines ou des modèles d'interaction, sinon on ne peut pas accéder aux données. Et bien sûr, il faut des données. C'est l'élément essentiel de la mémoire. Vous comprenez bien que les données sont créées par les gens. Toutes les données sont créées par les gens, directement ou indirectement. Et les modèles d'intelligence artificielle, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont traiter les données pour essayer de nous permettre d'en extraire le maximum de connaissances ou d'informations pertinentes au moment où on en a besoin, etc. Alors, il y a deux grands types de modèles d'intelligence artificielle, les modèles symboliques et les modèles neuronaux.
juste pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, depuis le milieu du XXe siècle, ces deux modèles existaient déjà. Le raisonnement logique, etc., et les perceptrons, les modèles neuromimétiques, etc., ça existait déjà depuis le début. D'accord ? Et les deux ont été en concurrence au cours de l'histoire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, bien sûr, c'est les modèles neuronaux qui ont le vent en poupe, mais je vous signale quand même que Facebook et Google et Amazon, etc., ils ont des knowledge graphs, ils ont des graphes de connaissances, ils ne se contentent pas que des modèles neuronaux. D'accord ? Alors, donc, cette dimension symbolique reste importante. Bon, je vais d'abord me concentrer sur le neuronal. Alors, ce qui se passe, c'est que les modèles d'apprentissage machine vont traiter les données, non pas les enregistrer, elles sont déjà là, mais en abstraire des modèles neuronaux qui vont être capables de reconnaître des formes et de générer des formes. Donc c'est génération et reconnaissance de formes. À partir de quoi? À partir de toutes les images que vous fabriquez et qui sont numérisées, toutes les musiques que vous fabriquez qui sont numérisées, tous les textes, etc., etc., tout le code informatique, etc., etc. Donc, c'est déjà de l'intelligence collective, de fait, n'est-ce pas? La mémoire, ce que font les modèles neuronaux, c'est qu'ils abstraient et ils mobilisent cette mémoire d'une manière utile. Parce que si vous donnez toute l'information, on serait tous débordés. D'accord? Donc, ils vont vous la donner seulement en réponse à une question d'une certaine manière, etc. Donc, génial, on a déjà de l'intelligence collective de type neuronal. Bon. Et bon, si en plus on rajoute les feedbacks, les groupes en ligne sur Discord ou même des groupes Facebook où les gens s'échangent des prompts, etc. Bon, il y a vraiment une intelligence collective autour de ces modèles qui les rend encore plus dynamiques et évolutifs. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de modèles pré-entraînés, fondationnels, appelez ça comme vous voulez, qui sont open source. Vous avez des méthodes qui commencent à se perfectionner pour ajuster ces modèles généralistes pré-entraînés à des contextes particuliers, à partir de données spéciales ou à partir de feedback humain. Donc, tout va bien. Ben, si on veut, parce que, rappelons quand même que les modèles neuronaux ne sont pas des bases de données fiables. Tout ce qu'ils disent n'est pas vrai. Pourquoi? Ben parce que c'est probabiliste, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas enregistré toutes les informations. Ils ont enregistré des formes qui ont tendance à revenir. Alors, c'est super précis parce que c'est des patterns de patterns de patterns, mais comme c'est probabiliste, ben, de temps en temps, c'est faux. Et si vous ajoutez le faux au faux, etc., ben là, ça diverge. Bon. Donc, attention. Ils ne savent pas justifier vraiment leurs résultats, donc ils sont opaques. Et en plus, il y a des biais de toutes sortes. Ben, de toute façon, c'est normal, c'est les biais qui sont contenus dans les données. C'est-à-dire que les biais des modèles, c'est les biais humains, en fait, puisque c'est de l'intelligence collective. Donc, si on vous dit « Ah, je veux une intelligence artificielle sans biais », donc vous voulez une intelligence humaine sans biais. Bonne chance, parce que ce qui est considéré comme biais ici ne l'est pas ailleurs, etc. Bon. Alors, parce que tout ça, en plus, est à une échelle mondiale. Bon. Tout ça pour dire l'esprit critique est plus que jamais nécessaire. Alors maintenant, on va s'intéresser au modèle symbolique. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle symbolique? En gros, c'est un système de classification
avec des relations entre les classes. Voilà. Et ça peut être un système d'étiquettes, un système de tags, ça peut être une ontologie, ça peut être un knowledge graph, vous appelez ça comme vous voulez, ça revient toujours à un réseau sémantique, d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis des classes, ben, ça sert à classer quoi? Les données, bien entendu. Donc c'est un système d'organisation des données qui va favoriser l'exploration des données quand on en a besoin, c'est-à-dire toujours d'un point de vue pratique, et bien sûr le raisonnement automatique. Bon, voilà, on a des vraies connaissances fiables, explicables, adaptées à l'usage que nous vivons, et donc c'est des super moyens de partage des connaissances, excellents pour l'intelligence collective. Mais là aussi, il y a un problème. Alors, le problème de l'intelligence artificielle symbolique, c'est qu'il faut les faire à la main et que ça demande des gens qui sont des experts. J'en suis un, je sais. Donc, ça coûte cher, ça prend du temps. Ça, c'est le premier problème de l'intelligence artificielle symbolique. C'est difficile. C'est pour ça qu'on s'est rué sur les modèles neuronaux. Ah bah, tout se fait automatiquement, on n'a pas besoin. C'est un petit peu une erreur, parce qu'après, on y revient. On dit, bah, faut peut-être regarder de près les données, etc. Enfin, bon. Et puis, deuxième problème, c'est que ces ontologies, ces knowledge graphs, ces classifications, etc., oui, nous avons des standards de fichiers de métadonnées sémantiques, mais il n'y a pas d'interopérabilité au niveau des architectures conceptuelles, au niveau des catégories, au niveau des concepts. Et donc, vous avez plein d'ontologies qui sont différentes les unes des autres. Si vous voulez les faire communiquer, de nouveau, un gros travail à la main, connecter les choses, etc., etc. Et donc, une intelligence collective, oui, symbolique, oui, mais cloisonnée. On n'aime pas ça, le cloisonnement, si on est pour l'intelligence collective. Alors, vous avez Wikidata pour un certain nombre d'applications, vous avez schema.org pour d'autres applications, pour les gens qui sont dans les institutions culturelles, les musées, etc., vous avez CIDOC, CRM, etc. Donc, vous avez beaucoup de modèles qui sont hétérogènes, qui ne sont pas les mêmes. Bon, alors, maintenant, ça fait de nombreuses années que, ça c'est absolument pas moi qui l'ai inventé, beaucoup de chercheurs disent, mais pourquoi ne pas combiner les modèles neuronaux et les modèles symboliques? Ça permettrait que les uns compensent les défauts des autres. Oui, mais cette question de l'interopérabilité sémantique entre les modèles symboliques va toujours se poser. Donc, mon message est le suivant. Si nous voulons avancer vers une intelligence collective à support numérique digne de ce nom et qui se tienne à la hauteur de nos possibilités techniques contemporaines, eh bien, il va nous falloir développer une intelligence collective symbolique qui soit sémantiquement décloisonnée et coupler cette intelligence collective symbolique avec l'intelligence collective neuronale. Et là, on aura quelque chose de super puissant. J'ai hâte d'y être. Plus que 2 générations. Et j'en arrive à ma dernière slide. Attention parce que j'en ai vu beaucoup qui bâillaient là. Hein. Bon. Alors, on ouvre grand les yeux. Allez, ça pétille. Et donc, nous avons
automatiser et mutualiser la reconnaissance et la génération automatique de formes. Ça, c'est le neuronal. Est-ce qu'on pourrait automatiser et mutualiser la conceptualisation? Et ça, c'est le symbolique. Et soit dit en passant, si cette question de la conceptualisation n'est pas prise au sérieux, on n'aura jamais une intelligence artificielle éthique. Parce que ça ne peut pas être éthique si ce n'est pas transparent, si ce n'est pas explicable, bien entendu. Opaque ne va pas bien avec éthique. Bon, donc c'est une question très importante d'un point de vue éthique et pour la question d'augmenter notre intelligence collective. Bon. Alors, parce que notre intelligence collective repose de plus en plus sur une mémoire numérique commune, j'ai pas mal insisté là-dessus, moi ça fait 30 ans que je cherche qu'est-ce qui pourrait être un système de coordonnées sémantiques pour la mémoire numérique. Un peu comme on a un système de coordonnées géographiques pour la Terre, le GPS, une espèce de GPS, mais de l'esprit, des idées, des concepts. Un système de coordonnées qui permettrait l'automatisation des opérations de conceptualisation et la mutualisation des modèles conceptuels. Ça serait bien si on avait ça. Mais si on veut que ce système de coordonnées sémantiques, bon d'accord, évidemment, il faut qu'il soit universel, il faut qu'il soit calculable, etc. Mais il faut aussi qu'il permette à tout le monde de s'exprimer. Il faut aussi qu'on puisse faire des différenciations fines sur les concepts à l'infini, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut qu'on puisse inventer des choses complètement nouvelles. Ça doit être infini. Ben en fait, la seule chose qui permette de faire ça, c'est une langue. Puisqu'avec une langue, n'importe quelle langue, en fait n'importe quelle langue naturelle, vous pouvez raconter toutes les histoires, énoncer une théorie, énoncer la théorie contraire, etc., etc. Donc une langue. Mais les langues ne sont pas calculables, les langues ne sont pas régulières, justement. C'est pour ça qu'on utilise des méthodes statistiques pour faire de la traduction automatique. Parce que chaque fois qu'on a essayé de les ramener à de l'algèbre, ça ne rentrait jamais. Donc, j'ai imaginé, enfin, j'ai pas imaginé, j'ai construit, enfin, j'ai imaginé d'abord, et j'ai construit ensuite une langue qui a les mêmes capacités expressives et donc de traduction que les langues naturelles, mais qui, en même temps, est une algèbre. Et les relations sémantiques entre les expressions de cette langue sont des fonctions des relations syntaxiques à l'intérieur de cette langue. Et comme c'est un langage régulier, avec une syntaxe absolument régulière, eh bien, la sémantique devient calculable. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, je vous donne le principe. Bon. Alors, comment utiliser l'intelligence artificielle pour augmenter l'intelligence collective? Alors, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est une proposition. En fait, c'est pour vous, pour vous donner matière à penser. D'accord ? Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose. En tant que philosophe, j'essaie de vous faire penser. Eh bien, imaginons une base de connaissances qui soit organisée selon cette architecture. Au centre, vous avez les métadonnées sémantiques en IEML, la langue, le langage régulier sémantique, le code sémantique que j'ai inventé. Donc là, vous pouvez formaliser toutes les ontologies, tous les knowledge graphs que vous voulez, etc. Et l'avantage, c'est que ça peut entrer en relation, ça peut être comparé, ça peut exporter ou importer des bouts de concepts de n'importe quelle autre base
de connaissances qui fonctionnent de la même manière en utilisant ce système de métadonnées sémantiques. Et là, tous les calculs logico-sémantiques, tous les calculs symboliques deviendraient absolument uniformes d'une base de données à l'autre. Et pour y accéder, eh bien, on aurait des modèles neuronaux. Vous avez tous reconnu que ça, c'est les modèles neuronaux. D'accord ? Et donc, des interfaces, il faut imaginer des interfaces homme-machine immersives avec des systèmes de signes et des langues naturelles. Donc on pourrait s'exprimer exactement comme on veut. Et cette couche neuronale permettrait de modéliser ou de conceptualiser exactement comme on veut dans un langage formel qu'on n'aurait pas besoin d'apprendre parce que ça serait médié par la couche neuronale, n'est-ce pas ? Puis là, on aurait nos consignes, nos prompts, qui seraient tous absolument uniformes, faciles, transparents, et hop, on pourrait générer des données. Et les données seraient catégorisées toujours en IOML, mais cette classification, cette catégorisation des données pourrait se faire aussi automatiquement par les modèles neuronaux, n'est-ce pas ? Et finalement, ça revient dans les interfaces homme-machine, immersives, etc. Donc l'idée derrière ça, c'est en même temps une interopérabilité sémantique et une interaction complètement intuitive avec le monde des idées et de la connaissance, sans uniformiser quoi que ce soit, parce que ce qui est uniformisé, c'est juste une grammaire et un dictionnaire à partir duquel vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Par contre, la théorie, vous pouvez avoir autant de théories, autant d'ontologies, autant de récits que vous voulez. D'accord ? Voilà. Et donc, chaque communauté pourrait s'organiser selon son propre modèle sémantique, sans avoir besoin nécessairement toujours de faire appel à des spécialistes, et cela tout en permettant la comparaison, l'échange de concepts, l'échange de sous-modèles, bien sûr l'échange des données. En somme, on va, avec cette approche-là, maximiser simultanément, l'automatisation des opérations cognitives, ce qui est le but de l'informatique depuis le début, puisqu'on a une langue avec une sémantique calculable. On va augmenter la transparence, puisque tout le système de métadonnées se traduit automatiquement en langue naturelle. On va augmenter l'unité collaborative, à cause de l'interopérabilité des modèles. Et finalement, on va augmenter la diversité et la liberté créatrice. Quel beau programme pour l'intelligence collective. Je vous remercie. Merci, restez avec nous. Merci beaucoup, Pierre. C'était très intéressant. Il nous reste un petit 5 minutes. Si les gens ici présents, vous avez des questions pour M. Lévy, j'ai ma collègue Lucie qui a des microphones. Ah, je vois monsieur qui lève sa main très discrètement. Microphone. Question. Oui, je voudrais savoir si vous avez déjà, en termes des ontologies, des travaux qui ont été faits avec lesquels vous avez travaillé qui semblent être prometteurs pour aller unifier certains concepts plus larges, par exemple les nouvelles, par exemple les grands domaines d'information. Qu'est-ce qu'il a dit? Si vous avez des systèmes d'ontologie en tête, par exemple des standards pour les nouvelles par rapport aux journalistes, par rapport à tout ce qui est étiquetage, s'il y a des travaux ontologiques qui ont déjà été faits, qui, à votre avis, oui, bien sûr, mènent dans une bonne direction? Ah non, mais écoutez, ça fait depuis au moins 1950 qu'on construit des ontologies, bien sûr.
Et je dirais que même la plupart des grands secteurs d'activité humains, je ne sais pas moi, la finance, la santé, etc., ont leur système d'ontologie, généralement plusieurs d'entre eux, même pas compatibles à l'intérieur du même domaine. Et alors, si on essaye de parler d'un domaine à l'autre, alors là, c'est vraiment... Bon. Vous savez, on parle des villes intelligentes, mais si vous regardez l'état des systèmes de métadonnées dans les villes, c'est chaotique, je dirais. Donc, je crois qu'il y a... On en est, vous savez, on en est à la préhistoire de l'informatique. Donc, on a fait énormément de choses. Il faut essayer d'en tirer toutes les conclusions qu'on peut, prendre le maximum de ce qui a été fait, mais ne pas forcément rester toujours dans, finalement, les legacy systems, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, merci pour votre question. Oui, merci pour votre question. On a le temps pour peut-être une autre question. S'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question à M. Lévy. Oui, merci. On va venir vous équiper d'un micro. Ah, parfait. Bonjour. Votre nom et votre question. Oui, voilà, parlez bien fort. Oui, alors mon nom, c'est Camille Renaud. Je suis productrice en art numérique. Et donc, la mutualisation, c'est vraiment sur le bout de nos lèvres en ce moment aussi dans notre milieu. Et ben moi, ça m'apporte un certain questionnement à savoir si on mutualise les idées, comme on parlait tantôt, comment on peut... Tu sais, moi, je protège mes affaires parce que on est maître de nos idées, mais si on mutualise les idées, qu'est-ce qui n'empêcherait pas le voisin avec qui on mutualise de prendre cette idée-là et d'aller en profiter de manière pécuniaire et autres impacts positifs pour lui, au détriment de peut-être du collectif? Ben, je dirais que c'est le but, en fait, de la mutualisation. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des connaissances ou des compétences ou des informations que vous voulez garder pour vous, parce qu'elles ont un aspect concurrentiel important. Mais à l'intérieur de votre entreprise ou de votre administration, etc., vous voulez mutualiser, évidemment. Hein, et souvent, bon, on est au Canada, vous savez, il y a la ville, il y a la province, il y a le fédéral, et à chaque niveau, il y a des cloisonnements. Et sans parler de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne veux pas dire que tout doit être absolument transparent tout le temps. Non. Je veux dire que quand on veut que ça soit transparent, on aimerait que ça marche. Voilà. C'est ça. Mais c'est aussi, il n'y a pas d'intelligence collective sans mutualisation, et en particulier sans mutualisation de la mémoire, de la connaissance. Alors on pourrait parler pendant des heures du knowledge management, etc. Voilà. Merci pour votre question. Alors on applaudit encore une fois M. Lévy. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci beaucoup.